Alec Castonguay à Montréal, Emmanuel Latraverse, vous êtes à Etobicoke, en Ontario, Michel Caugier à Montréal. Bonsoir à vous trois. Bonsoir. Il reste 2 semaines, messieurs, dames. Il reste 2 semaines. Dodo. Comme quoi, même les plus longs marathons, un jour, on voit la ligne d'arrivée et ça bouge. On va parler de sondage à la toute fin, mais revenons sur la nouvelle majeure de la journée, ce partenariat transpacifique, une large zone de libre-échange, donc en préparation, parce que tout ça doit être voté dans tous les parlements. Je veux vous entendre chacun d'entre vous. À qui ça fait le plus l'affaire? M. Harper était très content de l'annoncer aujourd'hui. Alec Castonguay. Je pense que ça fait l'affaire de Stephen Harper et ça fait l'affaire de Thomas Mulcair au NPD. Les deux peuvent prendre des positions bien tranchées dans ce dossier-là. Stephen Harper en disant, écoutez, nous, commerce international, c'est important, on ouvre les frontières du Canada au marché asiatique, entre autres, qui est un marché prometteur, qui est important. Et donc, il y a des gagnants dans cette entente-là. Et évidemment, Stephen Harper va mettre l'accent sur les gagnants, mais il y a aussi des perdants dans cette entente-là. Il y a du grain à moudre pour le NPD. Quand on a vu notamment l'industrie automobile qui est inquiète, qui pourrait perdre jusqu'à 20 000 emplois pour les pièces, l'industrie agricole, le lait, le volaille, les œufs. Quand Médecins sans frontières sort en disant que c'est une très mauvaise entente parce que ça va faire bondir le prix des médicaments, tout ça, ce sont des alliés naturels là, du NPD. Ça peut certainement aider Thomas Mulcair dans le cadre de sa campagne. Il y a du grain à moudre là, parce que dans le fond, c'est pas un accord comme on en a eu avec l'Union européenne, la Corée du Sud ou même les États-Unis. Il y a des pays dans cet accord-là qui n'ont pas les mêmes normes environnementales, qui n'ont pas les mêmes normes pour les travailleurs, qui n'ont pas le même type de salaire quand on pense au Vietnam, au Brunei, à la Malaisie, au Pérou. Donc, il y a des inquiétudes là, qui peuvent surgir dans un débat comme ceux-là qu'il n'y avait pas, par exemple, avec un accord comme l'Union européenne. Et ça permet, Emmanuel, j'imagine, à Thomas Mulcair de reparler à sa clientèle naturelle là, qui s'inquiète de ce genre de partenariat économique de libre-échange. Oui, mais c'est un couteau à double tranchant, ça, pour Thomas Mulcair. C'est sûr que lui s'est campé dans la position contre. Il faut protéger l'industrie laitière, protéger l'industrie automobile. C'est un message qui trouve écho dans les comtés au Québec que l'NPD doit vouloir protéger et ceux qu'il veut gagner dans le sud-ouest ontarien. Et c'est sûr que pour un chef d'un parti de gauche qui est en perte de vitesse, c'est important de protéger sa base. Et ça, c'est le message que la base militante du NPD veut entendre. Mais en même temps, pour un chef de parti qui veut convaincre les Canadiens que le NPD, c'est pas risqué, c'est aussi à double tranchant et c'est ce pourquoi il y a des aspects du discours de M. Mulcair sur le partenariat transpacifique qui est un peu équivoque en disant « Moi, je suis pas contre le libre-échange, mais je suis contre les aspects de cette entente-là. Est-ce qu'on va pouvoir le réouvrir ou pas? » Donc, c'est aussi un terrain un peu glissant pour M. Mulcair. Michel, on voyait M. Harper ce matin, conférence de presse, content, puis il a fait des détours même pour parler beaucoup en français, pour que son message résonne aussi au Québec, où il y a des craintes pour les producteurs laitiers notamment. Mais pour lui, c'est une bonne affaire, là, non? Pour lui, c'est une bonne affaire parce qu'il ne faut pas oublier une chose. Malgré tout ce qui a été dit sur les accords de libre-échange, commençons en 88 avec l'accord avec les États-Unis, là, quand on effaçait la frontière, là, à la fin, toutes les peurs qui ont été, les grosses peurs qui ont été dites dans les accords de libre-échange ne se sont pas matérialisées. On n'est pas devenu le 51e État des États-Unis. On n'a pas perdu l'assurance santé. Oui, on a perdu le courrier à domicile, mais c'est pas à cause de ça. Mais, vous savez, alors, plus le temps passe et plus on arrive avec un nouvel accord comme celui-là, est-ce qu'on peut vraiment dire, vous savez, nous, on va laisser passer ce train-là et dans les wagons de ce train-là, il y a le commerce avec les États-Unis, il y a le commerce avec le Japon, il y a le commerce éventuellement avec la Chine. Évidemment qu'on ne peut pas faire ça. M. Harper le sait très bien. Alors, il peut y avoir des réserves, il peut y avoir des gagnants et des perdants, mais à un moment donné, dans le grand ensemble des choses, normalement, les accords de libre-échange ont été des bonnes choses pour le Canada, puis pour le Québec en particulier. Et pour le lait et pour la volaille et les œufs, on ouvre un peu, mais on ne jette pas à terre toute cette protection, parce qu'on protège ces 3 produits-là. C'est beaucoup moins qu'on pensait. À un moment donné, le chiffre qui circulait sur le pourcentage de lait américain qui allait pouvoir entrer, c'était 10 3,5 c'est pas énorme c'est énorme comme différence. C'est peut-être pas... oui, bien sûr, pour un producteur de lait, c'est pas une bonne idée, mais c'est quand même pas ce qu'on annonçait la semaine dernière. Donc, il n'y a pas de manchette là, qui dit « on tue la gestion de l'offre ». Ça aurait fait mal. S'il n'y a pas ça, c'est quand même des choses que M. Harper peut négocier. Là. Et Alex, je demandais au président des producteurs de lait du Québec, est-ce que les prix ne risquent pas de baisser
pour le lait, parce qu'on paie le lait plus cher au Québec, il faut le dire, là. Soyons clairs quand même. Il y a un prix à payer pour toute ça, cette protection qui est bien, peut-être, mais il y a un prix à payer. Donc, c'est pas sûr que tous les consommateurs vont se jeter, vont déchirer leur chemise non plus. Ben d'abord, on ne paie pas le même prix au Québec que dans d'autres provinces. Pourtant, c'est le même programme de gestion de l'offre. Il y a déjà des anomalies. En Ontario, il est pas mal moins cher qu'au Québec. Déjà, si on pouvait régler ça, ça serait assez bien au Québec. Ensuite, écoutez, la plupart de ces pays-là subventionnent de manière très importante leur agriculture. Au Québec et au Canada, on fonctionne d'une manière différente. On réglemente l'offre et la demande avec des quotas. Mais en bout de piste, quand le Japon verse des milliards de dollars à ses agriculteurs, c'est quand même le gouvernement qui verse cet argent-là. Si ça vient pas directement à l'achat des produits, c'est quand même de l'argent que le gouvernement ne peut pas mettre ailleurs. Donc, il y a un coût pour les contribuables d'une manière ou d'une autre, ou bien on subventionne l'agriculture et on met de l'argent là-dedans plutôt que de le mettre dans des programmes sociaux, ou bien on laisse les gens payer $1,50, $2 de plus leur pain de lait. D'une manière ou d'une autre, là, en bout de piste, les contribuables payent de toute manière un peu plus cher pour protéger leur agriculture nationale. Très bien, c'est fait. Emmanuel, on voit l'autobus de Justin Trudeau derrière vous. C'était aujourd'hui le programme du Parti libéral dévoilé, mais en fait, il a été dévoilé en petites pièces, là. On n'a fait que faire une synthèse, non? Oui, il y a des nouveaux éléments dans cette plateforme-là et le fait que le Parti libéral ait décidé d'aller de l'avant aujourd'hui, malgré toute l'ampleur des autres nouvelles, illustre aussi à quel point Justin Trudeau, lui, veut un peu rester en marge de ce débat sur le partenariat transpacifique. Quiconque a écouté ses points de presse depuis 2 jours, il dit « Je suis pro-commerce » à chaque 2 phrases, justement pour rassurer les électeurs à ce chapitre-là. Donc, c'est un vaste programme libéral. C'est peut-être pas le livre rouge. Michel pourra faire les comparaisons, mais 97 pages, 104 promesses. Donc, on se demande des fois si le parti est pas en train de s'éparpiller parce que vraiment tout le monde y trouve son compte là-dessus. Il y a bien sûr les baisses d'impôts pour la classe moyenne, la subvention pour les enfants, les infrastructures, mais dans ces 60 milliards de dollars pour les infrastructures, on met vraiment de tout. Le transport en commun, mais de l'argent pour le logement social, de l'argent aussi pour des foyers pour les femmes battues, etc. Le chef libéral, lui, dit qu'il y a 3 priorités. Créer de l'emploi, créer la croissance et protéger la classe moyenne. Un mot, messieurs, sur ce programme dévoilé. Je vais vous parler des sondages après. Mais là, on aura eu tout dans le programme libéral. Là, ce qui manquait, qui n'avait pas été annoncé aujourd'hui, c'était des bourses pour les étudiants. Il me semblait qu'il y avait des juridictions provinciales, ça, c'est une autre histoire. Puis on va réglementer, vous serez content de le savoir, Patrice, le gras trans et le sel dans les aliments. Au début de la campagne, vous vous souviendrez, on disait qu'il y avait des micro-promesses qui se faisaient. Bien, j'imagine qu'on finit par les micro-promesses. On a bouclé la boucle. Ne riez pas, Michel, du gras trans et du sel. Non, je ris pas de ça. Vous saurez, je vais vous dévoiler un secret. Ça devait être une question au débat. Parce que les Américains sont plus sévères que nous pour réglementer ce genre de choses. Et on allait demander, est-ce qu'on ne vit pas dans un pays où c'est le laisser-faire? On laisse les entreprises se réglementer elles-mêmes. Alors, je vois que les libéraux ont cette promesse-là. On a dû éliminer la question. Ils vous ont écouté, Patrice. On aura donc tout vu. OK. Alec, sondage. Oui. On va le voir. Justin Trudeau, justement, les libéraux qui creusent leur écart. C'est le Nanos quotidien. Libéraux, 35,6. Parti conservateur en deuxième à 31. Puis le NPD, quand même loin derrière à 23 Donc, M. Trudeau se dit, là, si 3-4 bonnes journées encore comme ça, et peut-être que je deviendrai premier ministre ou quoi, Alec? Moi, je suis sceptique, Patrice, étant donné que Nanos, qui est une très bonne firme de sondage, il faut le dire, est un peu tout seul dans son coin actuellement avec ces chiffres-là. Sur les 7 maisons de sondage qui font du sondage régulièrement depuis le début de la campagne, il y en a 4 qui mettent encore les conservateurs en avance et aucun ne met les libéraux en avance par 4 points comme Nanos. Et personne, certainement, ne met le NPD à 22 la plupart du temps. On est dans une braquette entre 25 et 29 % pour le NPD. Donc, ça ne veut pas dire qu'il a tort. Il est peut-être en train de voir quelque chose que les autres sondeurs n'ont pas vu encore et qu'ils vont éventuellement rattraper. Mais ça se peut aussi qu'il y ait des corrections qui se fassent en cours de route parce que là, on est dans un bon écart, 4 points d'avance des libéraux sur les conservateurs. Vous en doutez donc. Alors qu'il y a d'autres sondages qui mettent 4 points d'avance des conservateurs sur les libéraux. Là, c'est quand même assez différent d'une journée à l'autre. Alors, il faut juste faire attention aux chiffres. C'est clair que les libéraux ont une assez bonne campagne jusqu'à présent. Est-ce qu'ils sont en avance? On ne le sait pas. Est-ce qu'ils sont en avance à ce point-là? C'est encore plus difficile à dire. Emmanuel et Michel, on va conclure là-dessus, mais c'est un peu le cauchemar pour les firmes de sondage, cette campagne. Très serrée, il faut aller dans les endroits. Puis ça, une maison de sondage nationale, c'est plus difficile à faire. Emmanuel et Michel ensuite. Oui,
et c'est des micro-courses. Il faut comprendre, moi, je suis ici dans la banlieue de Toronto, Etobicoke. Ça, c'est le genre de comté que les libéraux et les conservateurs, c'est la lutte est très, très chaude entre les deux. Il y a une quarantaine de comtés comme ça dans la ceinture de Toronto. Et ce que les stratèges de part et d'autre nous disent, c'est que le problème, c'est que, une journée, eux sont en avance. L'autre journée, c'est les conservateurs. Une journée, les libéraux. Une journée, les conservateurs. Alors, comment est-ce qu'on est capable d'avoir un portrait précis? En ce moment, là-dessus, c'est assez difficile. C'est un peu tout le monde le concède, du moins sur le terrain. Nanos appelle une journée, l'autre firme appelle le lendemain. Voilà, Michel, c'est extrêmement... d'où l'intérêt de ce qui va arriver. D'où l'intérêt, mais il ne faut pas oublier, quand il y a 3 partis à peu près dans les mêmes eaux, c'est très difficile de voir comment ça va tomber dans les comtés à la fin. Puis à la fin, ce qui compte, c'est pas le vote populaire, c'est les sièges. Voilà. Alors, c'est ça qu'il faut faire très attention. Et je partage un petit peu le scepticisme de mon ami Alex sur les sondages de M. Nanos. Je parlais à des néo-démocrates ce matin qui disaient, écoute, là, nos chiffres nous disent, oui, je te dis pas que ça va bien, mais on n'est pas largué comme on est dans le Nanos. C'est pas vrai que ça va si mal que ça non plus. Et j'entendais des conservateurs disent faites attention, ils n'ont pas 4 points d'avance, les libéraux. Alors, il faut faire une moyenne des sondages. Alors, exactement. On verra. Puis même cette moyenne de sondage-là ne nous donne pas de résultats dans presque 400 comtés au Canada. Là. Mais c'est fort juste ce que vous dites, Michel. Ce n'est pas le vote populaire, mais c'est les batailles circonscription par circonscription. Et cette mathématique-là, bien malin, celui qui pourrait la prévoir à l'heure actuelle. Bref, on est un peu à la case départ, puis il reste 2 semaines. Puis n'oublions pas que la grande avance, on l'a dit pour le NPD au Québec longtemps, là maintenant c'est la grande avance des libéraux dans les maritimes qui joue. Exactement, qui gonflent leur vote populaire à l'échelle nationale. Messieurs, dames, c'est toujours un plaisir. À demain. Au revoir. Au revoir.